sur léa.fr. Bonjour à tous. Nous allons passer 1h30 ensemble pour cette table ronde organisée donc par léa.fr et Nathan pour parler de la coéducation. Cette table ronde se fait en partenariat avec Classroom. On vous expliquera tout ce qu'est Classroom dans un instant. Il y a auprès de moi des parents, des enseignants, un créateur d'entreprise et puis un chercheur. Je vais tous vous présenter. On va parler des enjeux de la coéducation, de ce qui s'y joue et de ce qui se fait concrètement sur le terrain. C'est très important de donner des exemples d'initiatives diverses et variées. Bonjour Brunenquin, vous êtes professeur dans le premier degré. À vos côtés, Jérémy Fontagneux, qui est professeur en lycée, professeur de SES, et c'est à Drancy que vous enseignez. Brune Hennequin, je précise que vous enseignez aussi en éducation prioritaire. Najat Belhassen, bonjour. Vous êtes coprésidente de la FCPE, une autre parent d'élève avec nous, Béatrice Lutz, bonjour. Vous représentez la PEP, donc vous êtes secrétaire générale et plein de choses apparemment, mais c'est le terrain qui compte, m'avez-vous dit, et vous allez nous parler du terrain. Et puis Franck-David Cohen, bonjour. Vous êtes président et cofondateur donc, de Classroom, qui est bien un outil aussi de coéducation et pas seulement. À mes côtés, Pierre Perrier. Bonjour Pierre, vous pouvez me répondre, vous avez un micro. Ah oui, je suis seul d'avoir un micro. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes, vous êtes chercheur au CREAD, Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Alors, le 29 septembre 2021, nous étions ensemble, nous parlions ici de la coéducation et surtout de la grande enquête lancée sur le site lea.fr. On a parlé des principes de la coéducation, on va peut-être y revenir rapidement. Et pour les gens qui n'étaient pas là le 29 septembre, est-ce qu'on peut dire déjà en quoi consistait l'enquête, quels en étaient les grands axes et enjeux ? Oui, alors c'est une enquête par questionnaire dans la première phase de cette étude. Donc questionnaire avec des regards croisés parents et enseignants, premier, second degré, donc de la maternelle jusqu'au collège. Donc on a enquêté 1000 parents, 2000 enseignants. Donc on est sur des bases robustes, je dirais, pour l'analyse, qui fait que d'ailleurs il y a du coup beaucoup de résultats et les exploitations sont toujours en cours. Alors, ce qu'on peut retenir d'essentiel pour cette enquête, c'est d'une part la conscience de l'enjeu qui est partagée par parents et enseignants de la coéducation. Alors, ça a l'air un peu peut-être évident, mais c'est nouveau quand même cette affaire de coéducation, enfin, en tous les cas récent en France. On la voit inscrite dans la loi de 2013. Donc, il y a une prise de conscience de l'enjeu, voire de la nécessité de rentrer dans une démarche de coéducation. Donc je pense que sur le principe, il y a un accord commun. Après, il y a une première difficulté qui est sur le périmètre de la coéducation. Qu'est-ce qu'on met dans la coéducation ? Qui intervient ? Pour faire quoi ? Donc, quelle est la répartition des rôles et des responsabilités entre les différents acteurs qui veulent intervenir dans une démarche de coéducation ? Alors, cette question on va dire, la division du travail éducatif, elle se pose sur le registre des apprentissages et se pose sur le registre de l'éducation, sur le registre du bien-être de l'enfant. Alors, du point de vue des enseignants, il y a essentiellement l'enjeu d'avoir des enfants scolarisables, c'est-à-dire ce qu'on appelle des élèves, et ça, c'est renvoyé à la responsabilité des parents, avec l'idée, évidemment, qu'un enfant préparé à l'école, c'est un enfant qui est soutenu dans sa scolarité, c'est un enfant qui se donne plus de chances de réussir dans les apprentissages. Du côté des parents, l'accent il est mis dans une notion qu'on pourrait appeler de communauté éducative et pas simplement de coopération ponctuelle sur des enjeux, des difficultés à un moment de la scolarité. Donc une idée peut-être de communauté éducative, c'est-à-dire faire du lien, faire ensemble, donc avec l'ensemble des acteurs sur les territoires. Et ça inclut évidemment la question des apprentissages. Alors, ce qu'on comprend assez vite dans l'enquête, en croisant les regards, c'est que, oui, on veut s'inscrire dans la démarche de coéducation, mais ça pose la question des ressources des uns et des autres, de la compréhension
compréhension de ce qu'on met derrière le terme de coéducation et de la communication aussi entre les différents acteurs. Donc chacun se représente assez facilement, je pense, à partir de ces interrogations, les difficultés de la mise en œuvre de la coéducation. D'où, je crois, le titre de la table ronde d'aujourd'hui. Coéduquer, oui, mais comment? Clin d'œil à Philippe Mérieux qui avait fait un livre sur apprendre, oui, mais comment? Donc ça veut dire qu'il y a une actualité de la question, mais il y a un défi sur la mise en œuvre. Alors, du point de vue des parents, ils ont envie donc de bien faire, mais ne savent pas comment faire. Hein, je dirais, c'est un peu ça le défi, c'est-à-dire sur les apprentissages notamment, comment aider son enfant, comment aider l'enseignant, pas simplement avec son enfant, avec peut-être l'ensemble des enfants de la classe. Hein, donc cette idée de communauté éducative, je crois, est présente chez un certain nombre de parents. Donc comment faire pour aider sur le registre des apprentissages, avec des parents qui sont prêts à se mettre à la disposition, je dirais, des enseignants, mais des enseignants qui, tout en voulant s'appuyer sur les parents, posent des limites, ou en tous les cas veulent pas que les parents rentrent trop dans leur champ de compétences et dans la classe assez concrètement. Donc je pense qu'il y a un enjeu autour de la délimitation du périmètre, j'ose pas dire des frontières, mais qui sépare les domaines d'intervention légitimes des uns et des autres. Et c'est pas simple, hein, c'est à clarifier dans chaque école, dans chaque contexte. Mais pour les uns comme pour les autres, il y a effectivement la nécessité de trouver un mode de collaboration. Donc je pense qu'on va avoir un certain nombre de témoignages qui vont éclairer les façons de faire et l'analyse que l'on peut en tirer en termes de principes d'action, je dirais, hein, au-delà des exemples très, très concrets d'actions qui sont menées sur le terrain. Donc la coéducation, elle est en marche, mais elle est empêchée dans sa mise en œuvre. C'est un petit peu ce qui se dégage, je dirais, pour aller à l'essentiel des résultats. Et elle peut emprunter des voies très différentes selon les contextes. Alors ce qu'on observe aussi, si j'ai encore un tout petit peu de temps, un tout petit peu, parce qu'il va falloir, c'est la différenciation importante selon le niveau scolaire, c'est-à-dire de la maternelle à l'école élémentaire, au collège et au lycée. Donc il y a des positions, des prises de position qui sont différentes, des attentes qui ne sont pas les mêmes et qui, là non plus, ne sont pas toujours explicitées. Et je pense que derrière cet enjeu d'explicitation, on comprend les raisons du malentendu qu'il peut y avoir parfois entre les parents et l'école, c'est-à-dire la possibilité de se dire les choses et de pouvoir les mettre sur la table, je dirais, le plus tôt possible dans le processus de scolarisation. Donc plus ça intervient en amont, plus ça peut être bénéfique a priori. Merci pour cet exercice de synthèse, Pierre Perrier, parce qu'en septembre, on a parlé 1h30 ensemble et aussi avec les questions des spectateurs. Donc sur lea.fr, vous pouvez poser des questions et dans la dernière partie de cette table ronde, on les fera tourner, ces questions, vous les posez aux intervenants que vous voulez et on en discutera ensemble. J'espère qu'elles seront nombreuses. Donc on parlait de commencer la coéducation avec le début de la scolarité. Moi, je voulais commencer le tour de table avec Brune Hennequin. On va faire passer le micro. Il y a dans l'idée de coéducation, celle de développer des outils et d'avoir des principes. Le principe, c'est qu'associer les parents, c'est une bonne chose. Et les outils, c'est parce que ce n'est pas du tout si évident de mettre ça en place et que ça nécessite une réflexion et puis de mettre en place un certain nombre d'actions. C'est ce que vous faites. Oui. Alors en effet, les actions peuvent prendre différentes formes et elles évoluent en fonction des années et des contraintes qu'on a. Alors il y a longtemps, quand j'avais pas encore les outils internet, je pouvais utiliser des grands affichages où on collait des photos de tout ce qu'on faisait en classe pour que les parents puissent donner du sens à ce que leur enfant raconte le soir à la maison. J'ai pu mettre en place... alors, déjà, il y a 2 spécificités, je dirais. Donc, déjà, je travaille en maternelle, donc je croise les parents quotidiennement.
ils peuvent rentrer dans la classe quotidiennement. Et l'autre spécificité, c'est que je travaille en éducation prioritaire. Et ce que je remarque après 4 ans dans ce réseau-là, c'est que les parents mettent un petit peu l'enseignant sur un piédestal. Du coup, on peut se dire que c'est bien, mais d'un autre côté, ça crée une certaine distance et il y a comme s'ils ne se sentent pas légitimes de rentrer en classe. Du coup, il a fallu réfléchir à des solutions pour qu'ils puissent se sentir légitimes de rentrer en classe et de se sentir acteurs à part entière en tant que parents dans la scolarité de leur enfant. Donc, je leur propose déjà, par exemple, de venir à des ateliers 1 ou 2 fois par an, de venir observer une matinée en classe, de prendre en charge un atelier tout simple que je leur explique en amont pour qu'ils puissent voir comment une matinée se déroule, par exemple. À la réunion de parents, je leur ai présenté notamment l'application que j'utilise pour communiquer avec eux, Classroom, parce que je pense que c'est, que ce soit par ce support ou un autre support. La maternelle, ça reste quand même un peu obscur. On pense qu'on colle des gommettes, qu'on fait de la craie grasse et qu'on joue au coin cuisine. Et si les parents restent dans cette idée-là, ils ne donnent pas de l'importance au travail de l'enfant, l'enfant aura du mal à donner de l'importance à son travail et à l'effort qu'il doit fournir. Du coup, c'est important, quotidiennement, je communique avec eux pour leur expliquer, voilà, alors on a fait des craies, on a colorié à la craie, mais qu'est-ce qu'on apprend par là ? C'est pour apprendre à tenir l'outil, il faut appuyer fort, donc il faut appliquer une certaine pression, et c'est la pression qui sera nécessaire pour pouvoir apprendre à écrire de manière fluide par la suite. Donc toujours communiquer avec eux sur ce qu'on a fait, sur les objectifs d'apprentissage derrière pour qu'ils puissent donner du sens à la maternelle et aux efforts fournis par les enfants. Et par ailleurs, le matin, je demande aux parents, alors, est-ce que vous avez pu regarder avec les enfants ? Parce que c'est aussi ce lien-là qui est important, c'est que le soir, ils prennent le temps de regarder les photos avec les enfants et que les enfants puissent verbaliser sur ce qu'ils ont fait à l'école pour qu'il y ait un lien école-famille qui se crée. On voit que tout de suite, les enfants qui parlent à la maison de ce qu'ils ont fait à l'école, ils donnent beaucoup plus de sens et voilà, on nous dit toujours d'expliciter les objectifs d'apprentissage auprès des élèves, de rendre ça explicite au sein de la maison, permet de renforcer tout ça et que l'élève puisse s'investir davantage dans ses apprentissages et donner davantage de sens aux efforts fournis. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur l'idée de légitimation. C'est que c'est possible pour absolument tous les parents, quel que soit leur niveau de langue, par exemple, leur niveau scolaire déjà, l'endroit d'où ils viennent, leur type de profession. C'est quand même quelque chose dont il faut se rappeler. Ouais, moi, ce que je remarque en tout cas sur le terrain, c'est que les parents les plus éloignés de l'école, qui pour certains, je pense, je ne connais pas leur passé, mais pour certains, je pense, ne sont pas allés à l'école, ou peu, ne se sentent pas légitimes, et il y a un travail d'autant plus important à faire avec eux, d'expliquer ce qu'on est en train d'apprendre, de leur dire de ne pas hésiter, de rentrer dans la classe, de faire une activité avec leur enfant, qui se sentent déjà légitimes, de rentrer dans la classe, de discuter avec nous, de nous poser les questions, et surtout, du coup, que cette distance qui est mise en début d'année, parce que justement, ils nous mettent un peu sur un piédestal, qu'elle soit, réduire cette distance. Alors, on va faire passer le micro aux parents d'élèves, justement. Najat Belhassen, vous êtes là, on va commencer avec vous. Quand on a discuté de ce qu'était la coéducation pour préparer ce moment, vous m'avez dit, mais surtout, c'est commencer à parler avant qu'il y ait des problèmes. Tout à fait. Alors, si vous le permettez, juste revenir justement sur les termes, justement, les parents, parce que c'est vrai que c'est important. Vous soulignez tout à l'heure le terme de parents éloignés de l'école. Alors, la difficulté pour les parents, c'est toujours un peu cette qualification. C'est-à-dire qu'on a les parents éloignés de l'école, on a les parents démissionnaires, etc. Et le risque, c'est de devenir des usagers de l'école.
Et ça, c'est un vrai risque. Et aujourd'hui, on est très, comment dire, en tout cas la FCPE, on prend ce sujet très, très à cœur pour justement ne pas avoir à franchir ce pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la coéducation doit être, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, je vous en remercie, vraiment un partage, c'est-à-dire un partage de responsabilités. Et il ne faut pas qu'il y ait des parents démissionnaires, il ne faut pas qu'il y ait des parents éloignés de l'école. Ça ne doit pas être des usagers de l'éducation nationale. Donc par rapport à votre question, c'est surtout le fait, et je crois que vous l'aviez rappelé aussi tout à l'heure, merci, tout à fait, qu'il fallait agir avant. Anticiper. Et souvent, malheureusement, on constate, nous, en tout cas, en tant que parents, que souvent, les enfants qui ont des difficultés, on arrive trop tard, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les parents sont convoqués au moment où il y a des problèmes. Et ça, on trouve toujours ça très dommage. Donc, nous, on milite, bien sûr, à la FCPE pour que les parents soient représentés au sein des établissements scolaires, qu'ils soient présents, mais surtout qu'ils participent en fait, à la vie de l'école. Parce que participer à la vie de l'école, que ce soit à travers des moments festifs, ou des moments un peu plus, j'allais dire, éducatifs, c'est toujours participer. Et c'est important pour les parents, mais c'est surtout important pour les enfants qui, eux, voient leurs parents justement s'investir dans l'école et comprennent cette importance. Et donc, pour nous, à la FCPE, il est essentiel que cette coéducation passe par ce biais-là. Les parents au sein de l'école et qu'ils participent un maximum. Et c'est ce que nous, en tout cas, on essaye de faire au maximum avec nos représentants. Alors, on reparlera et on reviendra, Béatrice Lutz, on vous passe le micro sur... Ah bah oui, vous avez votre micro. On reviendra sur le fait que les écoles soient plus ou moins ouvertes. Ça, évidemment, c'est une question. Il faut soutenir les parents dans cette démarche parce que, quelque part, il faut des incitations. Je ne dis pas que la FCPE ne le fait pas, mais je pose la question à la PEP. Il faut avoir un mouvement qui peut être aussi un peu collectif pour se sentir à la fois légitime et puis tout simplement bienvenue. Alors moi, je vais juste vous donner quelques mots. Dans un premier temps, alliance, accompagnement. Ce sont des mots très forts, mais c'est des mots que les parents attendent. Pourquoi ? Au sein de l'école, ce n'est pas toujours évident, comme vous disiez, de s'impliquer. Vous avez des parents parfois qui ne parlent pas bien la langue. Nous, à la PEP, on se disait il peut y avoir un remède. Par exemple, un parent interprète qui va expliquer aux parents éventuellement ce qui se passe au sein de l'école. Là, il y a un accompagnement. C'est une première porte qui s'ouvre. Alliance, parce qu'il y a un lien qui se crée entre l'élève, le parent et l'enfant. Quand le parent rentre à l'école, il y a un système de confiance. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. En tous les cas, nous, à la PEP, on est sur cette optique-là. Est-ce que c'est plus facile de rentrer dans l'école si on ne rentre pas tout seul ? C'est aussi un peu le sens de ma question, individuellement, et si on le fait avec d'autres parents. Moi, je pense que oui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des parents qui communiquent beaucoup entre eux. Il y a des réunions qui se font. Il y a une communication, il y a des échanges, il y a des partages. Et je pense que quand on voit déjà une personne qui rentre, on se dit, tiens, elle a tenté. Pourquoi pas moi ? Et je pense que ça, c'est important. Najat Belhassen, sur ce côté collectif, et puis surtout, c'est comment on arrive à agréger des parents qui ne sont pas adhérents de fédérations indépendantes, PEP, FCPE, mais qui sont quand même parents d'élèves, et comment est-ce qu'on les convainc aussi de s'impliquer un peu plus, sans forcément aller jusqu'à adhérer, même si j'imagine que c'est aussi un peu votre objectif, pour être ensemble à l'école. Oui, non, l'objectif d'adhérer, c'est une chose, mais c'est un des objectifs des associations de parents d'élèves. Je pense que là-dessus, on sera tous d'accord. Le principal objectif des associations de parents d'élèves, c'est justement d'amener ces parents à participer à la vie de l'école. Je l'ai dit tout à l'heure. La fracture numérique, elle existe malheureusement. On l'a vu notamment durant ces 2 années de confinement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la barrière de la langue, en effet. Vous avez tout à fait raison. Et puis surtout, il faut comprendre les codes. Les codes de l'éducation nationale, c'est pas simple. Enfin, moi, j'ai mis des années à comprendre comment fonctionnaient les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées. Enfin, c'est toute une organisation, c'est un monde à part. Et c'est vrai que quand on est enseignant, on a ces codes-là. Mais quand on est parent, on n'a pas du tout ces codes-là. On n'est ni enseignant, ni dans l'éducation nationale. Il faut
nous expliquer ces codes-là. Et c'est pour ça que je trouvais votre exemple très intéressant, parce que justement, les parents qui n'ont pas ces codes-là, qui ne sont pas formés à se confronter à ce monde de l'éducation nationale et à comprendre les codes de l'éducation nationale, quand on a des classes ouvertes, comme celle que vous expliquiez tout à l'heure, où les parents viennent, voient le travail de leurs enfants et à qui on explique et à qui on fait même participer pendant les cours, moi je trouve ça magique. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose, sur des bonnes pratiques qu'il faut généraliser. Et d'ailleurs, on parlera, je pense, tout à l'heure des outils, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres outils qui peuvent permettre justement aux parents de s'impliquer. Moi, je trouverais ça génial de pouvoir le faire au collège, même au lycée. Mais bon, je crois que ça ferait beaucoup de parents. On va parler de tout un tas d'outils. Mais Franck David Cohen, justement, vous en avez développé un avec Classroom. Brunenquin en a fait mention. Ce n'est pas le seul. Moi, je connais bien Pronote dans le secondaire. C'est vrai que c'est moins répandu dans le primaire. Un outil pour tout simplement communiquer, avoir une plateforme en fait, sur laquelle on va avoir des informations. Vous m'avez dit que c'était un outil inclusif. En quoi cette plateforme, elle peut être plus inclusive que discuter, inviter les parents dans la classe? En quoi ça se complète? Alors, l'inclusion, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire en sorte que vous proposez quelque chose qui est capable de rassembler tout le monde. Et les gens, en fait, sont tous différents. Ils ont un rapport à la technologie qui n'est pas forcément le même et pas forcément égal pour tous les parents. Vous avez des parents qui sont très à l'aise, d'autres qui le sont moins, d'autres qui ne le sont pas du tout. Vous avez des parents, comme vous le disiez, qui ne parlent pas la langue. Donc, il faut trouver comment la technologie peut favoriser justement cette inclusion de tous. Et c'est ce qu'on fait avec notre application Classly. C'est de faire une application qui reprend les codes des réseaux sociaux. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un réseau social pour la classe. On sait bien que les réseaux sociaux ont plein de travers et ce n'est pas du tout l'idée. Mais c'est en tout cas d'en reprendre les codes de manière à ce que tous les utilisateurs, quand on voit par exemple Facebook, pour en citer un, tout le monde sait se servir de Facebook. Donc si vous avez une interface qui ressemble à Facebook, vous avez tous les parents qui vont savoir l'utiliser. Donc nous, on a une application qui a déjà une interface qui ressemble à ce que tout le monde connaît. Il y a de l'ergonomie, la barrière du texte, de la langue, du jargon parfois, parce qu'on ne parle pas tous tout le temps le même langage. Qu'est-ce que vous faites de ça ? À partir du moment où les messages envoyés par le professeur sont écrits sur un ordinateur ou sur un smartphone, ils sont donc numérisés, vous pouvez les traduire. Vous avez des outils qui permettent de traduire dans tout un tas de langues, et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avec notre application, si vous êtes par exemple albanais et que vous ne parlez pas un mot de français, vous allez, au moment où vous allez vous inscrire sur l'application, dire que vous êtes albanais et que c'est votre langue natale. Et à ce moment-là, tous les messages du prof vont automatiquement s'afficher en albanais. Et si vous avez un message à envoyer au prof, vous l'écrivez en albanais et le prof va le recevoir en français. Et là, on casse la barrière de la langue grâce à la technologie. Ça vous sert, Brunenquin ? Oui, mais alors pour être honnête, il y a une langue, je vous la communiquerai. Une mère, on ne l'a pas trouvée. Ça commence par un S, je ne saurais plus dire laquelle. Et non, je crois qu'elle est liée, celle-ci. C'est vrai qu'on a un très, très, très large choix. Il y en a 100, après, je ne sais pas, on n'a pas forcément tous les dialectes et tout, mais... Mais non, la plupart des parents parlent quand même, je leur propose, s'ils préfèrent anglais. Alors, il y en a certains qui l'utilisent en anglais. Je crois que j'avais une langue du Bangladesh aussi. Où donc en gros, ça vous sert. Ouais, oui, ouais. C'est une fonctionnalité utile. On va revenir à Classroom. Et Pierre Perrier, dans ce méga échange de micro, pas très Covid, mais c'est comme ça. Pierre Perrier, est-ce que c'est quelque chose qui est apparu dans l'étude, ce besoin de moyens numériques, particulièrement en primaire, puisqu'on sait que dans le secondaire, ça existe vraiment davantage, c'est complètement généralisé? Oui, un outil parmi d'autres, peut-être un outil qui prend une place particulière du fait effectivement de l'accès à ce support. Plus demandé peut-être dans l'enquête, en tous les cas, par les parents que par les enseignants, comme si les parents souhaitaient plus d'interactivité avec les enseignants et l'inverse se vérifiant beaucoup moins, quoi. C'est-à-dire que les enseignants préfèrent sans doute garder une certaine distance, mettre des conditions avant de rentrer vraiment dans une interaction. C'est pareil suivant les niveaux de scolarité. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même qu'au collège,
les enseignants sont un petit peu plus sur la réserve, on va dire, par rapport à ces enjeux de communication et d'interactivité avec les parents. Donc, ils sont d'accord sur l'outil, mais un outil parmi d'autres, et ils ne veulent pas être piégés, je dirais, à mon avis, par l'outil. Enfin, ça fait partie des questions qu'il faudra approfondir de façon plus qualitative, par entretien. Mais il me semble que, quand même, ils ont l'air de résister un peu par rapport à l'intrusion de l'interactivité avec les parents. Donc, dire ça, c'est pas du tout mettre en cause l'intérêt de l'outil, c'est souligner que c'est par la diversité des supports et des modalités qu'on pourra toucher la diversité des parents. Voilà. Donc, il y a des parents qui vont certes passer par cet outil, qui vont passer par l'écrit, puis il y en a d'autres, ça va être uniquement par l'oral, le face-à-face, par cette proximité qu'ils vont avoir relationnelle, quoi. Mais il n'y a rien d'exclusif, quoi, en fait. En fait, je voulais juste réagir par rapport à effectivement l'appréhension qu'il peut y avoir chez certains enseignants, parce que en fait, on pourrait croire que mettre finalement une application dans les mains des parents, c'est finalement un point de non-retour. Après, les parents seraient du coup envahissants, enverraient des messages le dimanche à 2h du matin, et c'est pas forcément souhaitable. Donc, c'est évident que les outils, le nôtre et les autres, doivent le faire avec beaucoup d'attention pour justement préserver au maximum les enseignants. L'idée, c'est pas de les accabler finalement de parents comme ça qui les solliciteraient en permanence, mais c'est que chacun ait une place, en fait. Il faut faire des parents des alliés, parce que ce sont des alliés pour l'éducation des enfants, et il ne faut pas qu'ils soient effectivement envahissants, donc il faut cadrer un petit peu les choses, mais en même temps leur donner aussi... c'est tout l'art, en fait, de l'équilibrage d'une application comme ça. C'est chacun à sa place, mais donner une réelle place aux parents dans l'éducation. Voilà, une place définie. Finalement, c'est un peu ce que vous faites, Jérémy Fontagneux, avec un dispositif, je ne sais pas comment vous l'appelez, que vous avez créé, que vous avez amélioré au fil des années. Ça s'appelle Réconciliation, et c'est une manière d'installer la relation avec les parents de vos classes et de vos élèves de sciences économie et sociales pour, dès le début de l'année, même avant, commencer à amorcer une relation qui doit tout changer. Oui, je dirais que c'est un projet pédagogique, comme de nombreux projets existent au sein de l'établissement. On l'a monté à deux avec un collègue de mathématiques en lycée, donc pour des classes de terminale en priorité, et puis on l'a élargi petit à petit. Et en effet, c'est des choses qui ont déjà été dites. Nous, on estime que le cœur de ce projet, qui a des résultats formidables aujourd'hui, repose sur une relation avec les parents qui a deux caractéristiques majeures. D'abord, elle est précoce, donc on appelle les parents très tôt, et ça a été dit en effet. Nous, on a le sentiment que la structure de la relation détermine la relation. Si donc la première tous les parents dès le début de l'année. On les appelle au mois de septembre, en gros, de façon à dire on n'appelle pas parce qu'il y a un souci, exactement. Quand le premier appel est un appel marqué par une mauvaise nouvelle, de manière consciente ou non, les parents vont associer le professeur à un oiseau de mauvais augure. Là, l'idée, c'est de dire bonjour, on ne vous appelle pas pour une mauvaise nouvelle. Il y a d'ailleurs parfois des parents qui nous disent mince, il y a un souci, c'est un peu tôt pour m'appeler, non ? On dit non, l'idée, c'est de sortir, si vous voulez bien, de cette habitude qui est mauvaise à la fois qui est malsaine à la fois pour les familles, parce que du coup ils redoutent le coup de téléphone de l'école, ce qui est quand même triste quand on y pense. Et puis c'est malsain aussi pour nous les professeurs, parce que ça veut dire aussi qu'on renvoie de manière involontaire aux parents une image qui est mauvaise, ou une image comme si on n'était là que pour saquer en quelque sorte, alors que nous les professeurs on est là pour tirer vers le haut tous les enfants, ceux qui sont en difficulté, ceux qui le sont moyennement et ceux qui ne le sont pas y compris. Donc relation précocité de la relation, et puis régularité des échanges. Dans notre lycée, il y a des réunions qui ont lieu en début d'année pour les familles de seconde. Et donc, les parents viennent à peu près. Nous, comme on les appelle en début d'année individuellement, tous les parents viennent. Et le fait de les appeler en leur tendant la main, en quelque sorte, en leur disant qu'on a besoin d'eux d'une certaine manière, fait que tous les parents viennent. Et alors que dans des classes normales, y compris les nôtres il y a quelques années, on ne revoyait les parents qu'à la fin du trimestre ou à la fin du semestre.
Là, l'idée, c'est d'envoyer un petit SMS chaque semaine, une sorte de compte-rendu pour faire le point semaine après semaine, de façon à ce que le lien soit continu et de façon à ce que finalement le travail entre les parents et les professeurs est un travail de prévention, ce qui fait qu'il n'y a plus de soucis ou qu'il y a beaucoup moins de soucis que lorsqu'on ne se parle pas et qu'il faut intervenir lorsqu'il y a une crise en quelque sorte. Donc ça ne vous fait pas perdre de temps, en tout cas ça ne vous prend pas trop de temps d'installer tout ça ? Ça prend du temps en septembre, au moment où il faut appeler les parents individuellement. On est les seuls professeurs qui appelons individuellement les parents, ça prend 3 heures. Donc c'est du travail en plus, la première fois. Et puis ça rajoute un petit peu de travail, puisque un envoi de SMS par semaine, alors maintenant on a une petite logistique, ça prend une demi-heure par semaine. Mais déjà c'est du temps qu'on arrive à utiliser au détriment, si je puis dire, ou plutôt à la place de tâches qui sont habituellement chronophages et que nous, auxquelles on décide de consacrer un peu moins de temps. C'est-à-dire que, par exemple, les professeurs consacrent beaucoup de temps, et nous aussi, il y a quelques années, à la correction de copies. C'est un travail qui est très chronophage. Et nous, mon collègue et moi, avons décidé depuis plusieurs années d'utiliser le QCM comme évaluation qui est facile à corriger. Donc le temps qu'on libère sur la correction de copies ou sur le changement des cours, parce qu'il y a des professeurs qui sont très investis dans la préparation des cours, par exemple, ou qui organisent des sorties, ou qui organisent des projets hors classe, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. Et nous, disons qu'on est plus traditionnel en quelque sorte, ou qu'on va consacrer peu de temps sur le travail purement scolaire en classe, parce que finalement, nos évaluations sont un peu bêtes et méchantes et rapides à corriger, que nos cours ne changent pas tant que ça. Mais le temps qui est libéré, du coup, on va le consacrer aux familles. Donc, ça ne prend pas tant de temps que ça. Et puis surtout, au cours de l'année, les élèves se mettant véritablement au travail, ils multiplient par 2 ou 3 leurs efforts. Et là, ça nous fait gagner énormément de temps dans la progression pédagogique. Ça change tout. Mais ça veut dire que dans votre manière d'envisager le travail scolaire, c'est... extrêmement scolaire, j'ai pas d'autres mots là qui me viennent, et très tourné vers les notes. Est-ce que ça peut pas représenter un appauvrissement aux yeux de certains parents ? Est-ce que vous avez eu ce genre de réflexion, et même de certains élèves qui voient peut-être les autres classes faire des sorties ou des choses comme ça ? Oui, c'est une bonne question. On assume un côté scolaire, oui. Je ne sais pas quel autre adjectif utiliser, bête et méchant. Studieux, bête et méchant, ça c'est oui, beau bête mot, et méchant, moi j'aurais jamais c'est dit péjoratif, ça. mais dans le sens, nous, il nous semble que le but du lycée est d'apprendre aux élèves à travailler et à développer des méthodes de travail qui vont leur servir pour la suite. Pour le dire autrement, l'objectif au fond c'est quoi ? Du coup, nous, on partage le même objectif que les collègues, qui est que le rôle du lycée est d'apprendre aux élèves à travailler de façon autonome et de leur donner les méthodes de travail et d'une certaine manière l'éthique de travail qui est indispensable pour réussir dans l'enseignement supérieur après le baccalauréat, durant lequel ils doivent gérer de façon adulte. Donc on a le même objectif que les collègues, et disons qu'on utilise les cours et les évaluations comme prétexte pour mettre les élèves au travail, et le cœur du projet est de créer une alliance, le mot a été utilisé et pour nous il est fondamental, une alliance entre les parents et les professeurs pour pousser les élèves à faire des efforts qu'habituellement ils ne font pas, ce qui leur fait vivre une expérience de réussite. Quand ils font 2 fois plus d'efforts, ils progressent. Quand ils progressent, ils se rendent compte qu'ils en sont capables. Et derrière, ça change complètement leur état d'esprit. Et depuis 4 ans, on est à 100% de réussite au bac, notamment grâce à ça. 100% de réussite au bac, avec davantage de mentions. Donc, tourner vers l'expérience de la réussite. J'aime bien cette formule. Mais on viendra sur l'idée d'autonomie, parce que quand même, ça me travaille un peu. Mais je voudrais faire tourner la parole. Béatrice Lutz, si vous voulez déjà commenter cette méthode, cette façon de faire, cette implication assez importante de parents. On rappelle d'élèves de terminale. On n'est plus à la maternelle. Donc là, c'est une demande assez forte. C'est bien de passer par tous les niveaux scolaires. Je trouve que l'idée est bonne. Pourquoi ? Parce que quand vous téléphonez aux parents, c'est pas pour lui dire, voilà, votre fils, il a fait ci, il réussit pas dans ça. Il se crée ce qu'on appelle un lien. Le lien de confiance. Ça veut dire le professeur va pas forcément m'appeler pour me dire que mon fils, il va pas bien ou ma fille travaille pas bien. C'est très important. Je vous en félicite parce que vraiment, je pense que c'est ce qu'attendent les parents. Voyez ? Que ce soit en seconde, en première, en terminale. Effectivement, dès le début, vous instaurez ce climat. Donc, ça veut dire que ce climat, les parents vont le vivre au quotidien, toute l'année.
Ils vont se dire, tiens, le professeur m'appelle, c'est peut-être pour me dire que ma fille a réussi. Pas forcément qu'elle n'a pas réussi. Je vous félicite parce que franchement, le lien, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous remercie. Et ce climat, je n'ai pas utilisé ce mot-là, mais en effet, c'est une atmosphère ou un climat qui est bienveillant. Ce qui ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord, ce qui ne veut pas dire que parfois les professeurs vont mettre des punitions que les parents peuvent trouver pas légitimes, mais le fait qu'il y ait cette confiance et ce climat-là fait que les parents vont réagir de façon moins éruptive ou hostile. Tout à fait. C'est le fait de les appeler aussitôt dans l'année, c'est du coup pour leur dire on a besoin de vous, il faut qu'on travaille ensemble, mais c'est aussi une manière de leur dire vous faites un travail formidable en tant que parents, nous faisons un travail formidable en tant qu'enseignants, et donc c'est important de ne pas se permettre de juger l'autre. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on n'y arrivera que par la coopération et que par l'alliance. Et du coup, ça nous protège aussi beaucoup comme professeurs parce qu'on a des parents qui sont là pour nous donner de la force et non plus pour nous critiquer, nous juger ou parfois même nous faire des reproches. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même parler de la conflictualité, des désaccords. Brune Hennequin, si vous voulez bien, et parfois des incompréhensions, parce que c'est pas de la magie, la coéducation ou le fait de dialoguer. Il peut quand même y avoir des problèmes. Comment vous faites Est-ce que c'est toujours le fait de parler? Est-ce qu'il reste quand même des moments où c'est relativement mal surmonté parce qu'on n'arrive pas à se comprendre? Ou est-ce que ça fait drastiquement baisser le niveau des incompréhensions? J'ai toujours été en maternelle et j'ai toujours pas mal communiqué avec les parents. Et j'ai pas le souvenir de vraiment une grosse rupture. Depuis que j'ai commencé, depuis 8 ans, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un moment. Il y a eu, oui, un moment avec un parent d'élève, mais on sait que c'est un... Voilà, c'est pas à prendre contre nous, c'est pas si le problème n'est pas à l'école, il sera ailleurs et voilà. Mais j'ai pas le souvenir de parents avec qui il y a eu vraiment un problème dont on ne pouvait pas discuter. J'ai pas de souvenir marquant de vraiment un blocage entre parents et enseignants là. Côté parents d'élèves, alors on passe à la FCPE, merci beaucoup. Najat Bellassène, sur la conflictualité qui fait aussi partie de la vie des écoles, les désaccords qui peuvent porter sur les notes, sur le comportement, les histoires de harcèlement. Voilà, c'est tout ce qui existe dans la vie des écoles à différents niveaux, hélas. Oui, vous avez tout à fait raison, ça existe. On ne peut pas aujourd'hui dire que ça n'existe pas, ça existe. Il y a des tensions quelquefois entre les parents et les enseignants, mais ce sont souvent des tensions qui sont levées parce qu'il y a eu simplement une incompréhension. Et ça, c'est hyper important aussi de le comprendre, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à des acteurs qui ne veulent pas travailler ensemble, on est face à des acteurs qui souvent ne se comprennent pas, en fait. Et on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire une question de langage, de blocage, de code, en fait, qu'on ne comprend pas. Et forcément, alors, nous, pour intervenir assez régulièrement dans les conflits, quelquefois, quand on explique aux parents et qu'il ne comprend pas, en fait, ce qu'on est en train de lui expliquer et qu'on propose une réunion à plusieurs, que ce soit avec le chef d'établissement, l'enseignant, le parent, on essaie de débloquer un peu ce dialogue qui se fait difficilement, mais encore une fois, non pas par manque de volonté, mais plutôt par manque de code, de compréhension entre les uns et les autres. Et encore une fois, je pense que votre exemple est très intéressant du fait que ça se fait beaucoup plus en amont. Les parents sont beaucoup plus en confiance, et en effet, ça a été rappelé tout à l'heure, parce que du coup, ils se disent forcément le professeur est un partenaire dès le début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce blocage qui se fait quand le professeur appelle pour un problème, où il se dit, en fait, il est en train de me remettre en cause en tant que parent. Parce qu'il y a ça aussi, un peu le sentiment d'être remis en cause, je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, et c'est ça qui crée un peu le blocage, finalement, je pense, des parents. Mais c'est souvent, les conflits se résolvent très rapidement, simplement par une discussion autour d'une table avec des tierces personnes qui font un peu l'office de médiateur. Et souvent, ça se résout comme ça. Après, bien sûr, on a des parents. Et là, la question des limites est importante. Le cadre, on l'a rappelé tout à l'heure. Le cadre, les limites, ce que
ce que chacun a en responsabilité, jusqu'où il peut aller. Ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on tâtonne encore un peu pas mal là-dessus, sur cette question-là, malheureusement. Les textes sont récents, la coéducation, c'est récent, on l'a dit. Et il nous manque encore pas mal de chemin pour arriver justement à stabiliser tout ça et surtout à ce que chacun trouve sa place. Et même nous, en tant que représentants, on est censé être un peu des experts quelquefois, on s'y perd aussi. C'est aussi une histoire de culture scolaire, de culture éducative. Tout simplement, on peut parfois penser que d'un côté, il y a l'instruction pour l'école et l'éducation pour la famille. Ce sont des idées qui circulent et qu'on a tout à fait le droit d'avoir. La coéducation, évidemment, ce n'est pas vraiment ça. Franck David Cohen, sur en fait, la manière dont une application comme Classroom, ou je ne sais pas si vous dites application ou autre chose, un dispositif, peut... qu'on appelle Classly parce qu'elle a changé de nom, mais la société s'appelle toujours Classroom, donc c'est pas grave. Moi, j'ai Classroom sur tous les documents qu'on m'a donnés, mais je vais dire Classy. On va dire Classroom. Parce que, donc sur Classy, sur la manière dont ça peut être adopté par les établissements, est-ce que vous relevez des différences de réception de ce genre de projet, des établissements qui sont partants, d'autres qui disent non, ça va faire un peu trop. Comment ça a marché, en fait, le développement, ce qui est aussi un marché pour vous, évidemment, vous êtes entrepreneur, mais comment ça a été reçu ? Alors écoutez, nous, on a très rapidement compris que ce qui était essentiel pour que ça fonctionne, c'est que l'enseignant ait envie de le faire. Nous, on ne croit pas du tout au numérique imposé par une hiérarchie. On croit au contraire que le numérique doit être fait parce qu'on a envie de le faire. Il faut qu'il y ait vraiment un côté très volontaire de la part de l'enseignant, parce que c'est parce qu'il sera volontaire qu'il va bien utiliser l'outil, qu'il va échanger régulièrement avec les parents et que quelque part la magie va opérer. Si vous lui imposez, comme c'est le cas de différents outils qui sont sélectionnés plutôt par le choix. Alors, dans le premier degré, puisque c'est notre segment, ça va être la collectivité. Donc, la collectivité va adopter un outil sur conseil parfois de personnes de l'éducation nationale. Et cet outil va être imposé en quelque sorte aux enseignants. Et là, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il y a eu même un rapport de la Cour des comptes, notamment sur les ENT, qui montre que il y a 20% des familles... Les environnements numériques de travail, je pense que les gens qui nous regardent le savent. Mais excusez-moi, c'est vrai que quand j'ai débarqué dans le monde de l'éducation, les acronymes, je ne comprenais rien à chaque maître avancé. Et là, je commence à les utiliser, ça ne va pas du tout. C'est normal. En tout cas, les espaces numériques de travail qui sont parfois imposés, pose cette difficulté parce que vous êtes enseignant, vous n'avez pas vraiment envie de le faire, donc vous n'allez pas le faire et donc les parents ne vont pas s'y connecter, puis après il n'y a rien qui se passe. Donc nous, notre philosophie, c'est plutôt de se dire, non, en fait c'est par le bas, entre guillemets, que les solutions doivent être adoptées par les vrais gens, ceux qui sont sur le terrain, les professeurs, les parents d'élèves, et c'est comme ça que ça va fonctionner, et ça fonctionne comme ça. Je parlais récemment avec la ville du Havre, il y a 700 classes dans la ville du Havre, il y en a 350 qui utilisent notre application. On n'a jamais discuté avec la collectivité pour que l'application soit déployée en masse dans la ville. Et pourtant, elle est déployée en masse parce que les gens l'ont adoptée en masse. Parce que ça leur convient, mais bon, ça c'est une liberté pédagogique. C'est un sujet qui fait pas mal débat en ce moment dans l'éducation nationale et qui est un peu différent. Béatrice Lutz, sur les cultures qui sont aussi très locales, dans des villes, dans des établissements, et puis par rapport à celles des enseignants, de recevoir ou non la parole des parents. Là, on a des enseignants très engagés dans la coéducation, mais évidemment, ce n'est pas le cas de tous les professeurs. Comment on fait par rapport à ça ? Comment on se positionne en tant que parent, en tant qu'association de parents d'élèves, pour éventuellement essayer de changer les choses ? Alors nous, dans le milieu rural, effectivement, une chance supplémentaire, c'est que les parents déposent les enfants, mais non seulement ça, ils sont à l'extérieur, ils se parlent. Et quand les parents ont un souci, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, on sert de médiateur. C'est-à-dire que quand il y a une incompréhension, il y a un accompagnement. On ne veut pas rester sur un bilan négatif, comme vous avez dit tout à l'heure. Quand le parent a confiance, effectivement, ça se passe bien. Dès que ça devient conflictuel, on se rend bien compte que ça peut très vite monter. Et sur le terrain, on est des médiateurs. Je vous assure que ça fonctionne vraiment bien. Il faut rester sur ce point-là. Alors, par rapport au numérique, vous savez que chez nous, on a eu le 4.0 qui s'est installé. Donc, tous les élèves lycéens ont été équipés sur le Grand Est avec des ordinateurs.
À la base, je peux vous assurer qu'on n'avait pas préparé les professeurs. Et si vous voulez, c'est un outil au départ qui a laissé une certaine réticence. Et on se rend compte à l'heure d'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, effectivement, la Covid, on s'est rendu compte que quand même c'était une chance. Mais c'est pas tout. C'est pas tout l'informatique, c'est pas tout la machine, c'est pas tout. Moi, je redis, je réitère mes propos, l'humain avant tout, notamment chez les tout petits, parce que le parent qui va rentrer en classe, moi je disais au professeur, allez peut-être de lire une histoire, la maman qui s'implique, qui va lire une histoire, effectivement, c'est important. Ça, c'est la coéducation aussi. Vous savez, quelque part, le regard des enfants qui disent, tiens, c'est une maman, elle a le droit de rentrer dans l'école. Donc l'école, c'est pas que l'école. Il y a aussi ce lien. Moi, je pense que ça, c'est très important. Je voudrais juste répondre à ça. Alors, vous avez raison, hein, l'humain, c'est le plus important. Et si on pouvait tous avoir le temps d'amener nos enfants à l'école, de venir les chercher à 4h30, de passer du temps avec l'enseignant après la classe, on serait très heureux de pouvoir le faire. Malheureusement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est on est speed à 8h30 parce qu'on est un peu à la bourre et on dépose l'enfant devant la grille parce qu'à cause des attentats, on ne peut pas rentrer dans l'école. Et puis après, le soir à 4h30, il reste à l'école parce qu'on travaille, hein, les deux parents travaillent, ou parfois ils sont divorcés, donc c'est encore plus compliqué. Et voilà, donc en fait, pour pallier à toutes ces réalités, on essaye de trouver des solutions. Maintenant, on n'est pas en train de dire, et on prétendra jamais que c'est mieux que l'humain. Maintenant, voilà, c'est peut-être adapté aussi à la vie d'aujourd'hui. Alors, je voulais rebondir, c'est pas au quotidien, hein. Ça peut être à des instants bien précis. Vous voyez, c'est à des instants bien précis. Je dis pas tous les jours, on est tous effectivement amenés à travailler, mais ça peut être aussi, si vous voulez, quelque chose qui est organisé par le professeur. Nous, ça se fait, hein, sur le terrain. Et en fait, ils sont étonnés parfois de voir le monde, les parents, à des jours bien précis, où ils viennent, où il y a ces moments d'échange, de partage. Allez, on va dire, chacun fait un gâteau. Enfin bref, voilà, mais pas au quotidien. Ça, j'en conviens. Oui, je voulais simplement réagir par rapport à ça. C'est vrai que le numérique, bien sûr, c'est bien, mais c'est surtout les usages qu'on en fait. En fait, finalement, je pense que oui, en tant qu'adulte, c'est à nous de doser aussi ce numérique, et on l'a vu, hein, très récemment avec tout ce qui se passe en ce moment et puis le confinement. Mais en fait, les réunions, c'est... Bon, c'est la loi. Il faut qu'il y ait des réunions à la rentrée pour les nouveaux parents. Il faut qu'il y ait des réunions régulièrement tout au long de l'année. Je pense que oui, il faut avoir un juste dosage entre les deux, parce que c'est ça aussi qui fait la réussite de l'engagement. C'est sûr que si nous, en tant que parents, nous devions dialoguer avec les professeurs uniquement par chat, là, ça deviendrait très, très compliqué. Vous avez raison de préciser quelque chose d'important, c'est la loi. En fait, il y a des règles qui ont été imposées, pas forcément au corps défendant des professeurs, mais qui sont quand même des règles établies pour que les parents puissent rentrer dans l'école. Il y a aussi eu des cafés des parents qui ont été promus par tous les ministres, hein, disent qu'ils sont pour. Après, c'est jusqu'à quel point on pousse le truc pour que ça arrive dans la vraie réalité des établissements. Et je reviens à ma question, ça dépend complètement des principaux au collège, des directeurs, directrices en primaire, qui sont plus ou moins enclins à laisser rentrer les parents qui voient plus ou moins leur intérêt. Alors oui et non, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a quand même eu des progrès en termes de loi, justement. On a parlé là des réunions, mais il y a aussi les espaces parents dont on ne parle pas assez, qui sont aussi inscrits dans la loi et que les établissements mettent très rarement en œuvre, alors que normalement, c'est dans les textes. Et je trouve que là, pour le coup, les collectivités aussi, hein, qui sont dans la boucle, hein, finalement, de la communauté éducative, ont un rôle à jouer. Une politique. Ben oui, ça serait une politique à adopter, mais c'est dans les textes. C'est-à-dire que l'espace parent doit exister dans chaque établissement pour permettre aux parents, justement, de s'intégrer dans l'école. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, hein, parce que c'est un peu galvaudé, mais en tout cas, de participer à la vie de l'école. Et donc, les espaces parents, les réunions, les échanges en dehors du numérique, tout ça participe un peu à l'ensemble. Et donc, je pense que oui. Alors, le numérique, oui. Alors, je voulais juste rebondir sur votre des régions 4.0. On l'a vu pendant le confinement. Beaucoup de départements. Enfin, moi, je viens d'un département où ils donnent les ordinateurs aux 6e
depuis déjà de nombreuses années. Donc, c'est des pratiques qui existaient. Mais je pense qu'il y a derrière aussi l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est vrai qu'entre les enseignants qui doivent être formés, utiliser les outils, quels outils utiliser aussi ? Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, malheureusement, les enseignants, ils ont fait un peu aussi comme ils pouvaient. Quand ils utilisent des réseaux sociaux comme Discord, on voit bien la réalité des choses. Parce que les ENT ont craqué à ce moment-là. Donc... à vous. Pas nous. C'est parce qu'il y a moins, il y a moins d'écoles. On l'a vu au niveau des collèges. C'était pas les Russes, mais en tout cas, ça montre aussi que on n'est pas non plus au pays des oiseaux. C'est des choses qui doivent être cadrées, inscrites dans les textes. Et puis on doit être informé également, parce que les espaces parents, encore faut-il savoir que ça existe. Je voulais poser une question à Jérémy Fontagneux sur l'autonomie, parce que, et Pierre Perrier ne me contredira pas, l'autonomie des élèves, c'est important pour développer sa capacité à travailler. Est-ce que finalement, en mettant tout dans la relation parent-prof, peut-être pas tout, mais tellement, on passe pas un peu par-dessus la tête des élèves? Et qu'est-ce que vous faites de cette question de l'autonomie au travail, la motivation personnelle? Oui, on passe un peu au-dessus des élèves en quelque sorte, c'est-à-dire que nous, on a fait le constat, mon collègue et moi, de notre impuissance en tant que professeur, dont souffrent beaucoup de collègues, dont nous les premiers, il y a quelques années. On n'arrivait pas à faire cours, on n'arrivait pas à faire travailler les élèves qui mettaient trop de mauvaise volonté, n'arrivaient pas à arriver à l'heure, n'arrivaient pas à mettre le réveil, n'arrivaient pas à avoir leurs affaires, n'arrivaient pas à être concentrés, à réviser plus que juste la veille ou le matin même de l'évaluation. Donc, face aux élèves, on n'y arrivait pas. Et nos premières années ont été douloureuses parce qu'il y avait dans chaque classe qu'on avait 2-3 élèves qui décrochaient comme des classes normales en quelque sorte. Et c'est du coup en réaction à cet échec-là ou à ce sentiment d'impuissance qu'on a fait appel aux parents, qu'on a appelé à l'aide les familles en quelque sorte. Et du coup, la stratégie est clairement de passer au-dessus de la tête des élèves, en quelque sorte, c'est-à-dire de parler avec les parents et de se dire, après tout, on est des adultes, vous gérez à la maison, nous on gère au lycée, on ne va pas laisser un enfant de 15 ans dont les capacités sont extraordinaires gâcher son propre potentiel juste parce que l'environnement le pousse, parce qu'il est adolescent, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que le regard des autres, parce que les références culturelles ne le poussent pas à se mettre au travail, etc. etc., etc. On ne va pas le laisser gâcher son propre potentiel. Donc on reprend en main les choses. Et c'est une manière de refuser la fatalité. Les parents, nous, de dire non, on va faire réussir l'enfant, non pas qu'il le veuille ou non, mais il y a un peu de ça au début. C'est-à-dire, c'est comme ça et pas autrement. Oui, c'est un peu vertical ou c'est un peu frustrant pour les élèves qui, du coup, en début d'année, se sentent harcelés ou ont l'impression d'avoir affaire à des tyrans ou ont l'impression que les professeurs ont en quelque sorte hypnotisé leurs parents. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est juste qu'on t'a dit qu'il fallait arriver à l'heure. Un élève qui n'arrive pas à l'heure, nous, sans l'accord des parents, on ne pourrait pas leur mettre des heures de colle. Comme les parents nous disent allez-y coller, on est 100% avec vous, on leur met des heures de colle, du coup ils sont plus en retard. Je me mets tellement à la place de vos élèves. Votre outil, donc c'est pas une plateforme, c'est vraiment le téléphone. Au début téléphone pour créer le climat, la confiance, et puis ensuite c'est des SMS. On n'utilise pas d'application, on utilise juste les SMS. Pour pouvoir communiquer rapidement. J'ai des questions en fait, qui commencent à tomber pour vous, les enseignants. On va repasser la parole à Brune Hennequin, si vous voulez bien, Jérémy. Comment vous faites comprendre concrètement aux parents vos objectifs pédagogiques? On en a un peu parlé, mais la question est reposée par un spectateur. Comment on explique à quelqu'un qui est peu familier et la maternelle, c'est compliqué en fait, parce que ce sont des pédagogies déjà dont on ne se souvient pas, parce que ça remonte à loin, et puis qui changent, et puis qui sont très précises, parce qu'acquérir les nombres, commencer à voir ce que c'est qu'une lettre, en fait, c'est pas si facile. Comment vous expliquez tout ça? Déjà, je commence par leur dire que ce qui est très simple pour nous peut être très difficile pour les enfants, parce que c'est pas pouf, à un moment, ils savent le faire, tout se construit. Donc, j'explique ce qui va être difficile pour les enfants.
Apprendre à tenir un outil, c'est très spécifique. On l'utilise par exemple comme ça. Enfin, si on veut tenir un crayon, par exemple, c'est comme ça. Donc, je décompose vraiment la difficulté pour amener les parents à comprendre ce qui est difficile et pourquoi c'est difficile. Et j'utilise beaucoup d'exemples de la vie quotidienne. Par exemple, souvent, surtout pour par exemple les maths, les parents pensent qu'en maternelle, on apprend à compter et ils arrivent souvent fièrement en disant « Mon enfant, il sait compter jusqu'à 40 ». Donc, c'est super. Mais je leur dis, par exemple, vous, si vous devez vous avez un dîner, vous devez préparer la table pour 10, vous ne pouvez pas prendre 10 assiettes d'un coup, c'est trop. Donc, votre enfant, vous allez décomposer 10, vous allez prendre 5 assiettes et 5 assiettes. Si c'est compté jusqu'à 10, il ne pourra pas, lui, décomposer 5 et encore 5. J'essaye de leur expliquer par des exemples de la vie courante les processus que nous, on a inconsciemment et que l'élève doit développer. Voilà. Et la numération, c'est un des sujets pédagogiques les plus fascinants. Il y a des bouquins entiers là-dessus, je les ai lus. C'est génial, on ne s'en souvient pas du tout, mais à un moment, on a appris à compter dans notre vie. Même question, Jérémy Fontagneux, sur le fait, alors évidemment, on est un peu plus loin, mais justement, c'est peut-être un peu compliqué. Les sciences économiques et sociales au lycée, qu'est-ce qu'on fait comprendre aux parents des objectifs, à part avoir des bonnes notes ? Oui, les sciences économiques et sociales sont compliquées, mais c'est pareil pour les maths, pour toutes les matières. Au lycée, c'est très difficile. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, je ne fais rien de différent par rapport à ce que ma collègue fait. C'est-à-dire qu'on essaye de faire preuve de pédagogie, mais dans le fond, pour que les enfants réussissent à 4 ans ou à 16 ans, il va falloir qu'ils fassent des efforts, qu'ils fassent preuve d'une forme de courage, qu'ils soient patients. Et ces compétences-là qui sont au cœur de notre métier d'enseignant, quel que soit le niveau, ces valeurs-là, en quelque sorte, les parents les comprennent. Donc finalement, nous, quand on envoie des SMS au sujet de ce qui se passe en SES ou ce qui se passe dans les autres matières, c'est pas tant, on a parlé de la mondialisation aujourd'hui, où votre enfant a fait une erreur sur telle ou telle hauteur, parce que ce serait trop difficile à comprendre. Et d'ailleurs, moi, souvent, je dis que je suis professeur d'économie, parce que si la première chose que je dis, c'est que je suis professeur de SES, ça va créer une confusion chez beaucoup de parents. Donc, du coup, on simplifie les choses, on fait preuve de la même pédagogie que tu évoquais à l'instant, sans forcément entrer trop dans les détails, parce que finalement, nous, on a le sentiment qu'on est là pour transmettre pour apprendre à travailler, plus qu'apprendre telle ou telle connaissance d'une certaine manière. Et tout à l'heure, on parlait des langues qui peuvent être un obstacle ou une difficulté. Quelle que soit la langue parlée dans le monde, ce qui est formidable, c'est que 8 sur 10, les parents savent très bien ce que ça veut dire. Ou 2 sur 10, même si la note ne fait pas tout. Oui, vous aimez bien les notes. Béatrice Lutz, je sais que vous devez nous quitter. Donc, une dernière question rapidement. J'aime beaucoup qu'on parle de pédagogie dans cette table ronde parce que l'école, c'est pas juste être à l'heure, être attentif en cours, éventuellement silencieux quand on nous le demande. C'est avoir des objectifs d'apprentissage. Est-ce que pour vous, le fait de parler de pédagogie aux parents, c'est important dans ce qu'on appelle la coéducation ? Oui, c'est important, mais bien sûr que c'est important. Je pense que même c'est primordial. C'est très important. Même question à Najat Belhassen, je vous passe mon micro rapidement, sur la pédagogie et même des choses très précises, des apprentissages. Est-ce qu'il faut en parler ? Est-ce que c'est une attente des parents ? Oui, alors ce qui est compliqué dans la pédagogie, parce que c'est quelque chose de mouvant, en fait, vous l'avez dit, ça bouge. Ça bouge tout le temps, c'est quelque chose d'assez mouvant. Et du coup, expliquer aux parents, ça devient compliqué. Je pense que vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure. Mais ce qui est important pour les parents de comprendre, c'est en quoi cette pédagogie, elle doit aboutir à quoi. Et c'est en fait, finalement, la finalité de la pédagogie, plus que la pédagogie en elle-même, que les parents ont envie de comprendre. Parce que la pédagogie, un professeur restera un professeur. C'est un métier, être enseignant. Voilà. Les parents le disent eux-mêmes. On l'a vu pendant le confinement. Enfin, c'était l'horreur. Donc, même pour les parents les plus avertis. Donc, surtout si on télétravaille. Voilà, surtout si on télétravaille. Mais même si on télétravaillait, je vous assure que les parents se transformer en professeurs, c'était quand même quelque chose à voir.
et à entendre voilà, les parents se plaindre, c'était quand même quelque chose. Non, la pédagogie, c'est un métier, c'est là que on parlait tout à l'heure des limites, des frontières à ne pas franchir. Je pense qu'il y en a certaines, comme justement la liberté pédagogique qu'il faut conserver. En tout cas, nous, à la FCPE, on le pense. Mais en tout cas, avoir ce dialogue sur la finalité d'une pédagogie, qu'elle soit de freiner ou autre, voilà, il y en a tellement. Montessori, on en parle beaucoup en maternelle. Les parents, ils sont fans, quoi. C'est leur truc. On a l'impression qu'ils ont découvert le Graal, quoi. Donc, en fait, c'est vrai, hein, c'est marrant. C'est cet effet de mode aussi sur les pédagogies qui se crée. Donc finalement, je pense que ce n'est pas tellement la pédagogie en elle-même, mais surtout la finalité. Et j'enfonce des portes ouvertes, mais tout ce que veulent les parents, c'est que leurs enfants réussissent, en fait, que ce soit d'un point de vue de bien-être ou dans leur vie sociale, dans leur vie professionnelle. Donc voilà, c'est tout ce que demandent les parents, en fait. Et pour y arriver, ils sont souvent très angoissés, mais ces angoisses, elles sont légitimes quand on sait que l'intérêt de l'élève, en fait, l'intérêt de l'enfant, c'est ce qui doit primer. Et je pense que les enseignants, c'est pour ça que la coéducation est hyper importante, parce que les enseignants ont le même but, finalement. Les enseignants ont le même but, on l'a dit, il y a quand même quelques résistances. On va peut-être pas revenir en détail dessus. Par contre, je voudrais vous pouvez garder un peu le micro parce que j'ai une autre question sur la manière dont les parents peuvent échanger entre eux sur, vous l'avez dit, ça met du temps pour comprendre comment fonctionne l'école. Et d'ailleurs, quand on a plusieurs enfants, on voit bien, avec de la pratique, c'est plus confortable les années passant. Donc, est-ce que il n'y aurait pas, et je sais qu'il va y avoir, des manières pour les parents de s'informer, d'échanger et d'acquérir cette culture aussi de l'école? Oui, vous avez raison. Nous, les associations de parents d'élèves, ma collègue Strella l'aurait dit aussi, on fait des formations à destination des parents, on fait des tutoriels, on travaille beaucoup avec des chercheurs des sciences de l'éducation pour avoir justement un peu ces notions-là. Mais là, pendant le confinement, voilà, c'est une avant-première que je vous donne, hein, mais c'est en toute modestie au niveau de la FCPE. Allez-y. Donc en fait, on a travaillé depuis un an et demi sur un projet qui nous tenait vraiment à cœur, qui était une plateforme en fait d'échange justement entre parents, parce que ça a été une demande assez forte pendant le confinement. On avait des forums de discussion, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, voilà, des choses comme ça. On a eu ce moment-là où nous, on a eu, notamment sur la question du bac, quand il y a eu les problématiques bac qu'on avait rencontrées, on avait une hotline qui explosait, mais complètement, littéralement, d'appels de parents angoissés, stressés, qui ne comprenaient pas, etc. Donc on a créé des forums, et là on a travaillé pendant tout ce temps du confinement sur une nouvelle plateforme qui va être une plateforme d'échange entre parents avec des modules où il va y avoir des discussions sur une thématique précise, que ce soit la cantine, la maternelle, voilà, toutes les thématiques qui concernent l'école, parce qu'on voit bien aussi qu'entre pairs, les parents ont besoin de discuter. Et souvent, ils ont simplement besoin de lever ce verrou. Alors, oui, la relation avec les enseignants est importante vis-à-vis du numérique, mais la relation entre parents sur le numérique, elle est hyper importante aussi, parce qu'en fait, comme disait monsieur tout à l'heure, on vit à 100 à l'heure en tant que parent. Et quand on rentre le soir d'une journée de travail et qu'on a un message ou qu'on ne sait pas comment on doit accompagner son enfant dans une problématique, finalement, ceux vers qui on se tourne, c'est souvent nos pairs. Et c'est ce que va permettre cette plateforme qui va être des chatrooms avec des sujets de discussion, que ce soit la cantine. Il va y avoir aussi une plateforme sur la bourse aux fournitures, parce que nous, les fournitures scolaires, c'est un sujet à lui tout seul, chez les parents. Voilà, souvent à la rentrée, c'est un peu le casse-tête des parents. Donc du coup, pour qu'on puisse alimenter tout ça, qu'il y ait des bonnes pratiques qui se fassent, que ce soit au niveau écologique, au niveau genré, etc., on a cette bourse aux fournitures. Et pas que, parce que aussi il y a un tas de sujets autour de la formation des parents, sur comprendre l'école, comprendre ce que je disais tout à l'heure, les codes de l'éducation. Donc cette plateforme, elle est en cours, elle devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Et ça sera une nouveauté. Nous, on appelle ça modestement le réseau social des parents, mais j'espère que ça sera réellement le réseau social des parents. Donc quelque chose qui est complètement national, je pense qu'on pourra même se connecter d'ailleurs, mais qui dépasse le cadre de la classe, de l'école, de ces enfants. Il y a plusieurs étages
de communication. Ce qui est assez fou, c'est que ça n'existe pas. Non, oui, ça n'existe pas. Et c'est vrai que nous, pendant le confinement, ça a été un besoin assez fort. Et donc, ça dépassera en effet le cadre de la classe, ça dépassera le cadre de l'école, même si à l'intérieur, on a bien fait attention d'avoir ces modules-là, parce que souvent, sur une ville, sur une école, les parents ont besoin de discuter. Mais au-delà de ça, ils ont aussi besoin de discuter de région à région, d'un point de vue national, sur une thématique. Parce que, par exemple, on parlait du harcèlement. Le harcèlement, c'est quelque chose qui transcende complètement les frontières et quelquefois, ce qui va se passer en Bretagne va concerner aussi Marseille. Enfin voilà, ça transcende complètement les frontières et finalement, c'est à ça que va servir cette plateforme, à lancer en fait une espèce de réseau de parents qui puissent communiquer entre eux, qu'ils soient à Marseille, à Paris, à Brest. Voilà, ça va être terrible. Avec un besoin identifié de se rencontrer, dont on me parle dans les questions qui y sont posées, sur, par exemple, les classes Ulysse. J'ai 2 interventions là-dessus. Franck David Cohen, c'est à propos de Classy. Voilà, quelqu'un qui explique que c'est un enseignant, que les familles ne se déplacent pas, les familles donc, de ces élèves en classe Ulysse. Donc, on parle d'élèves en situation de handicap, que... Je cite, les familles nous voient comme un drive, elles ne viennent pas aux rencontres, ne participent pas aux conversations forcément, ne répondent pas aux appels et ne regardent pas le cahier de vie. Donc voilà, Classy, c'est une solution plus contemporaine qui permet aux gens de se reconnecter. Oui, alors... Vous le voyez comme ça ? En fait, il y a un terme business qui s'applique tout à fait à ce contexte. C'est ce qu'on appelle les quick wins. C'est-à-dire quand on fait des petites modifications, des petites choses qui permettent d'avoir de grands résultats. Et en fait, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec Classly, c'est des quick wins. C'est permettre aux parents, finalement, avec assez peu d'efforts, parce qu'on reçoit une notification sur son téléphone, on est 4 heures par jour sur notre téléphone, c'est pas très compliqué de cliquer dessus et de prendre l'information. Donc c'est un quick win, on embarque le parent à faible coût, quelque part. Et c'est ça qui fait que ça marche, en fait. Parce que si vous dites aux parents, oui, alors vous avez ouvert le cartable, sorti le cahier pour voir le mot que je vous avais mis, etc., ça marche moins bien, en fait. Parce qu'il y a plus d'efforts. Alors, ça peut paraître complètement débile et on peut se dire, dans l'absolu, ça va, si le parent il est impliqué avec son enfant, c'est quand même un minimum d'ouvrir son cartable, de sortir le cahier de liaison. Mais sauf que dans la pratique, si il y en a, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas des chiffres qui sortent d'une étude, mais 50% des parents qui vont faire la démarche d'aller sortir le cahier du cartable et de prendre l'information, et on en a 90% qui vont le faire quand ça arrive sur une application, bah finalement, on a un gain. Alors, est-ce que c'est bien d'un point de vue moral que finalement, on n'embarque pas 100% des parents à ouvrir le cartable, à sortir le cahier ? Peut-être pas. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions qui marchent. Et c'est justement avec des quick wins qu'on va réussir à amener les parents et tous les parents. Donc, multiplication des solutions. Je reviens sur les échecs éventuels. Je vais vous poser une question, Brune Hennequin, que nous transmet une parent d'élève. Excusez-moi. J'essaye de communiquer avec l'enseignante de ma fille qui est en grande section et en souffrance à l'école. L'enseignante me dit vouloir discuter, mais au final, elle n'entend pas ce que je lui dis et refuse même de me donner des informations complètes sur l'avancée pédagogique. Je ne sais plus quoi faire. Parce que le dialogue, en fait, ça ne marche pas toujours. Comment on peut aider des parents à s'adresser aux enseignants ? Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, on ne connaît pas tous les détails de la situation, mais faire avancer un tel cas quand l'enseignante a l'impression de parler et puis c'est toujours incompréhensible. Alors, est-ce que justement, ça ne revient pas à ce que Jérémy Fontagneux disait de là, il y a une rencontre quand il y a un problème et que peut-être il y ait un lien qui s'entretienne plus quotidiennement, plus apaisé. La question qui se poserait, du coup, c'est de savoir si elle peut entrer dans la classe quotidiennement au moment de l'accueil, parce qu'à la maternelle, normalement, de 8h20 à 8h40, on peut entrer dans la classe, voir un petit peu ce qui se passe, avoir un temps d'activité avec l'enfant. Du coup, en ayant ce temps d'activité avec l'enfant, cette vingtaine de minutes, de consulter le cahier, de regarder les affichages, de prendre le temps de discuter avec l'enseignant, qu'il y ait un rapport positif pour débuter la journée, pour pouvoir potentiellement, par la suite, avoir un rendez-vous avec plus d'informations, parce que le rapport entre les deux adultes, entre le parent et entre l'enseignant sera plus apaisé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y aura eu une relation un peu plus quotidienne, plus que
à un instant T, on se pose pour parler d'un différent. Se connaître. Est-ce que ça vaut le coup de faire intervenir, ça c'est une question personnelle, une tierce personne, un autre enseignant, le directeur ou la directrice de l'école, ou est-ce que c'est contre-productif ? Ça dépend comment c'est fait. Jérémy Fontagnon répond, mais dans sa barbe. Mais je vais écouter la réponse de Brunelka. Je dirais que ça dépend comment c'est amené. Je ne saurais pas, moi, en tant que parent, comment amener la chose, parce que je pense que ça peut être mal pris. Donc, ça dépend comment c'est amené. C'est ce que vous disiez aussi, Jérémy. Moi, j'allais dire, en fait, c'est trop tard. D'accord. À partir du moment où on est tierce personne, c'est que d'une certaine manière, on considère l'autre de façon étrangère, en quelque sorte, et la confiance a été rompue, en quelque sorte. Et pour prolonger ce que tu disais à l'instant, je pense aussi, pour répondre à la maman, que ça va dépendre beaucoup du bon vouloir de l'enseignante ou de l'enseignant. Et je pense que beaucoup d'entre nous les premiers il y a 10 ans, en fait, on était un petit peu bloqués ou emprisonnés dans une conception du métier qu'on a acquise à travers notre formation, mais qui était une formation très solitaire. C'est-à-dire qu'on en a parlé un petit peu fin septembre, lorsque vous avez évoqué l'importance de la culture enseignante qui est spécifique en France, avec le travail des CPE qui n'existe pas dans les autres pays, dans lesquels parfois les professeurs vont directement voir les familles parce qu'il n'y a pas un CPE qui a un petit peu cette casquette-là. Et je pense que l'une des caractéristiques de la culture enseignante ou de la formation des enseignants, mais qui est malsaine d'une certaine façon et qui nous expose, je crois, c'est cette forme de solitude. C'est-à-dire que on nous fait croire, en quelque sorte, qu'à partir du moment où on va arriver à faire classe, à faire cours, il y a quelque chose de magique qui va se passer, comme si on avait une forme de génie ou de talent magnifique, un peu comme le cercle des poètes disparus, avec un prof ou une prof qui arrive à faire transcender les élèves. Il y en a des professeurs comme ça. Il y en a 5% probablement. Mais pour nous, pour les 95% autres, la solitude, en fait, est un piège. Et du coup, il est possible que l'enseignante, qui n'a pas forcément envie de répondre, soit aussi un peu prisonnière de ça. C'est-à-dire qu'après tout, personne ne lui a jamais dit « et si tu appelais les parents individuellement début septembre ?» Parce que rien ne nous pousse à faire ça. Et le cœur de notre projet, c'est de dire d'une certaine manière aux collègues essayez et vous allez voir, ça va être génial. Et c'est ce qui se passe avec une dizaine de classes tests déjà sur cette promotion. Alors on a un tout petit peu interrompu Brunelka, mais sur toujours cette même question. C'est parce que j'ai continué à penser. Je me disais, on est fin octobre, c'est quand même assez tôt dans l'année. Peut-être que cette enseignante reste évasive parce qu'elle n'a pas encore trouvé. On a 25, parfois 30 élèves dans les classes. Si on a un élève qui est confronté à certaines difficultés, c'est tôt. Enfin, moi, je n'ai pas encore reçu les parents qui pouvaient avoir des difficultés dans la classe parce que pour l'instant, après 6 semaines et demie d'école, 7 semaines d'école, je n'ai pas encore déjà trouvé les solutions, les pistes pour leur dire voilà, alors il y a des points d'amélioration à avoir chez votre enfant et voilà comment on va travailler. Donc peut-être qu'elle est encore dans la fuite et évasive parce qu'elle n'a pas encore trouvé les réponses et c'est peut-être Et donc trop tôt. un outil de la coéducation, ce serait d'avoir aussi moins d'élèves par classe, peut-être ? Quand Jérémy Fontagnon parlait du temps qu'il passait à écrire aux parents, bon, c'est vrai qu'il y a combien d'enfants quand on est prof en... Oui, mais t'en as plus que... T'en as multiplié par... mais c'est vrai que si on veut avoir en maternelle un lien suivi avec les parents, de pouvoir bien les recevoir, alors pas 10 minutes, mais 20 minutes, une demi-heure, 2 fois par an, pour pouvoir leur expliquer vraiment ce qu'on a fait, les progrès, c'est compliqué de caser une demi-heure de rendez-vous par parent si on en a 30. Ou le matin, d'avoir le temps de vraiment discuter avec tout le monde, parce que si on a 30 enfants, il faut bien se dire qu'on voit 60 personnes arriver en l'espace de 20 minutes, ce qui est très court et intense. Du coup, c'est sûr que plus on réduit, plus on a le temps d'accueillir la parole de chaque enfant, de chaque parent. Voilà.
Voilà, un moment intense pour les enseignants tous les matins. On ne se rend pas toujours compte en tant que parent. Je voulais passer le micro à Franck David Cohen parce que j'ai une question sur Classly. On parle de conventions éventuelles avec l'éducation nationale, mais d'inspecteurs qui sont très réticents. D'autres écoles imposent, alors on me dit PCN, ENT, alors que des professeurs veulent utiliser Classly. PCN, ENT, c'est à Paris, non? Paris Classe Numérique. Oui, c'est ça. Alors, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être synthétique. C'est un sujet un peu touchy. Notre approche, en fait, elle a un peu bouleversé quelque chose. C'est que, si vous voulez, comme je l'ai expliqué, on a une logique un petit peu pyramidale d'adoption des outils, où vous avez l'éducation nationale qui va un peu pousser les collectivités à acheter des ENT qui, après, derrière, sont imposés aux enseignants. Nous, on arrive avec un outil qui est adopté par le prof, qui est dans une version qu'on appelle freemium dans notre jargon, Oui, c'est-à-dire alors qu'il y a comment une ça se version passe gratuite. Oui, voilà, financièrement, du coup. Il y a une version gratuite qui finalement est financée par des services qui sont proposés aux parents, comme un livre photo en fin d'année, donc des services qui ne sont pas obligatoires, qui sont comme la photo de classe, au même titre. Vous pouvez l'acheter, vous ne pouvez pas l'acheter, mais en tout cas, il n'y a rien de... Si vous ne l'achetez pas, ce n'est pas pour autant que votre enfant ne va pas réussir, si vous voulez. Donc l'idée, c'est que nous, on propose ces services à valeur ajoutée aux parents pour financer en fait le fonctionnement de l'outil qui est un bien de première nécessité entre guillemets, quoi. Donc on n'a pas envie d'empêcher les communes qui n'ont pas de moyens de pouvoir avoir cet outil, et on n'a pas envie d'empêcher évidemment les parents qui n'ont pas de moyens d'utiliser l'outil. Donc pour ça, il faut être un peu astucieux dans la manière de créer son modèle économique. Parce que la situation, elle est compliquée. Les écoles n'ont pas beaucoup d'argent, les communes sont très inégales, les parents, évidemment, le sont aussi. Donc, il faut trouver une solution qui marche partout, dans toutes les configurations. Et donc, c'est ce que nous, on fait. Et puis derrière, finalement, les modèles un peu établis, quand on a, par exemple, Paris qui fait l'acquisition d'un ENT qui dépense beaucoup d'argent, de l'argent du contribuable, pour acheter un outil qui, finalement, n'est pas utilisé, et que les profs se mettent à utiliser notre application gratuite, ça pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher un outil de rentrer sur le marché parce qu'on a déjà acheté un autre outil? Et on dit, non, c'est interdit, ils ne respectent pas la protection des données. J'ai entendu qu'ils s'étaient fait racheter par Google. Moi, je ne suis pas au courant. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui se passent comme ça. En tout cas, ça pose des questions sur la liberté numérique, parce que les gens de Paris ne sont pas là pour vous répondre, mais sur, et ça marche aussi avec les autres logiciels, qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui est aussi libre comme logiciel dans... on sait qu'il y a eu des accords au sein de l'éducation nationale avec Microsoft, et avec Google, donc... Voilà, c'est des questions qui sont hyper contemporaines et très intéressantes. Tout à fait. Juste pour répondre à la question précisément sur l'accord qu'on a avec le ministère, si vous voulez, cette situation, on la constate pas qu'à Paris, on la constate dans plein d'académies. Aujourd'hui, on a contractualisé avec 2 académies pour que les choses soient claires, qui sont l'Académie de Versailles et l'Académie de Créteil. Donc, quand on est enseignant à Versailles ou à Créteil, on peut utiliser des ENT achetés par les communes, mais on peut aussi utiliser Classly si on le souhaite. On a cette liberté. Et ça, c'est ce qui, moi, en tout cas, me paraît le plus sain et le plus pertinent. Et pour être complètement clair sur les données des élèves et des professeurs, il n'y a pas d'exploitation commerciale de ces données. Alors, on est très clair sur nos conditions générales, on n'exploite absolument pas ces données, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un modèle économique avec de la licence qu'on vend aussi, avec des produits additionnels. Si on vendait les données, ce serait beaucoup plus simple. Non, mais c'est toujours important de le préciser pour les enseignants qui nous regardent et pour tous ceux que le sujet intéresse, parce Bien que sûr. c'est une inquiétude concernant le numérique. Non seulement on est respectueux des données, mais on n'a pas attendu le RGPD pour l'être. Ça fait depuis notre création en 2016 qu'on est respectueux des données. Je vous accusez pas non plus. Mais en tout cas, le sujet a été remonté au plus haut niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce que maintenant on a 1,5 million d'utilisateurs, donc forcément, quand les gens ne sont pas contents, ça a une forte caisse de résonance, je dirais. Et aujourd'hui, le ministère, et notamment la direction du juridique au ministère, a travaillé avec nous pour s'assurer que notre outil était compliant, était en accord avec et respectueux, disons, des réglementations en matière de protection des données. Et une convention type a été
rédigé par la direction du juridique au ministère et doit normalement être approuvé par les différentes académies. Donc on en est là dans les discussions, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec eux. On avance aussi au rythme de l'administration, qui parfois, à l'échelle d'une start-up, nous paraît être une éternité. C'est un peu les 12 travaux d'Astérix, mais voilà, on y arrive progressivement. Et en tout cas, ce qu'on a eu comme mot du ministère, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune consigne qui provient du ministère d'interdiction de notre outil. Donc ça vaut quand même, on me l'a écrit noir sur blanc. Donc si on est enseignant et qu'on se fait un petit peu enquiquiner par sa hiérarchie, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message. Et nous, on remonte les infos aux personnes concernées au ministère. Voilà, ça vaut pour Classroom et pour vos concurrents. C'est vrai qu'on n'a pas Classroom à Paris. Pierre Perrier, je vous donne le micro parce que moi, ce qui m'interroge là, entendre les différents intervenants, c'est est-ce qu'on vit à un moment où ça va changer, c'est sur quoi vous enquêtez aussi, parce qu'il y a les outils numériques, parce qu'on sort aussi d'une période extrêmement particulière marquée par des confinements successifs et beaucoup de temps passé à la maison à s'occuper du travail scolaire, parce qu'il y a aussi une envie d'être considéré en tant que parent, que son enfant soit reconnu dans sa singularité. Et ça fait un petit moment qu'on voit que c'est un changement quand même pour l'éducation. Comment vous analysez, vous, le contexte contemporain post-confinement? Alors, je ne sais pas si ça va changer, mais je pense que ça peut changer au regard de ce que montre l'enquête, c'est-à-dire que de ce qu'on sait aussi sur les enjeux de la relation parent-école, c'est-à-dire qu'effectivement, de part et d'autre, peut-être pas toujours pour des raisons parfaitement convergentes ni explicitées, il y a un intérêt pour trouver des formes de liens qui permettent à des élèves de se mobiliser davantage ou de persévérer dans les apprentissages. Alors, je pense que ça passe effectivement par, ça a été dit à plusieurs reprises de manière un peu différente, par un certain nombre de principes. Il y a le principe de l'anticipation, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ce soit très, très en amont. Donc ça a été clairement dit et je m'en réjouis parce que ça fait plus de 15 ans que j'ai énoncé ce principe de savoir qu'il peut être en acte. Donc c'est tout à fait satisfaisant. Donc une anticipation mais qui doit permettre alors d'enrayer de possibles conflits. Tout ne sera pas évité, bien évidemment, mais c'est quand même par la reconnaissance des parents, parce qu'on est sur des enjeux de reconnaissance des parents dans leur diversité et de reconnaissance des enseignants aussi du côté des parents. Et ce que la période du confinement a montré, c'était la possibilité d'échanger, y compris avec des parents qu'on dit éloignés. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce qu'il me semble qu'elle évite à l'institution de se poser des questions sur son propre fonctionnement. C'est peut-être l'institution qui est éloignée des parents. Voilà, moi je pose plutôt la question dans l'autre sens, c'est-à-dire comment l'institution éloigne les parents, ce qui fait que ceux qu'on aimerait voir davantage, on les voit moins. Donc effectivement, alors jusqu'à présent, et c'est pour ça que je dis que ça peut changer, mais est-ce que les conditions, les moyens seront réunis, ça c'est pas gagné, parce qu'effectivement là on est sur des initiatives individuelles. Comment ça peut essaimer, comment ça peut être pris en compte par l'institution, comment est-ce que ça peut être reconnu par l'institution, ça me semble être des enjeux déterminants pour la suite, parce que si on reste sur la bonne volonté des uns et des autres, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'enjeu de la coéducation. Sa finalité, on pense outils, bien sûr, mais il faut toujours se dire au service de quoi, c'est-à-dire pour quelle finalité. Et la finalité des outils qui sont un moyen et de la coéducation, c'est bien de donner plus de chances à ceux qui en ont moins, c'est de permettre la réussite du plus grand nombre des élèves. Donc c'est bien cet objectif d'optimisation des chances d'apprentissage et de réduction des inégalités face aux apprentissages et dans la scolarité qui me paraît être déterminant de la coéducation. Enfin, moi, c'est le sens que j'ai envie de donner, mais que les différents acteurs, et dans l'enquête, on le voit bien, donnent à la coéducation. Je crois que c'est important d'avoir cette espèce de principe de rappel en permanence, parce que sinon, on peut faire plein de choses et perdre de vue l'enjeu des apprentissages. Et dans l'action qui est menée par Jérémy, il me semble que justement, les apprentissages sont au centre. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et ça passe pas par le fait de faire des parents des substituts des enseignants, parce qu'ils en sont bien incapables et c'est pas ce qu'ils désirent. En revanche, ils veulent se montrer disponibles à la mesure de leurs moyens pour aider leur enfant ou aider l'enseignant ou aider d'autres enfants de la classe.
parce que je crois que c'est très important de sortir d'une vision très individualisante de la coéducation, de la relation parents-école. Sans doute que dans la classe dont il est question là au lycée, il y a un effet d'entraînement au niveau des élèves. Les résultats sont là pour le montrer. Et il y a un effet d'entraînement entre les parents. Et je pense que cette mise en réseau, cet empowerment qui prend là dans la classe, qui prend au niveau des parents, c'est ça qui peut donner de la force et une efficacité à cette action. Donc je pense qu'il faut un peu changer de modèle, j'ai presque envie de dire, dans la façon dont on a conçu jusqu'à présent la relation avec les parents. Mais pour le faire, ça implique une analyse assez précise de ce qu'on peut faire et de ce qu'on vise, mais aussi des conditions de possibilité pour que ce soit le plus égalitaire sur le territoire et que ce soit vraiment au service des apprentissages. Donc à partir du moment où on a un peu ces principes en tête, je dirais, on peut se mettre au travail en reconnaissant l'autonomie des acteurs, individuellement et collectivement, pour faire les choses sur le terrain. Parce qu'évidemment, d'un collège de centre-ville à une école en milieu rural, en passant par le collège d'éducation prioritaire, avec tous les différents niveaux de la scolarité, on ne va pas faire la même chose. Ça dépend de ce contexte, ça dépend des équipes dans les établissements, ça dépend du portage qui est fait par les chefs d'établissement et de la place que l'institution, que les politiques éducatives donnent à la coéducation. Il ne suffit pas de l'inscrire dans la loi comme ça a été fait en 2013 pour que ça se retrouve dans les pratiques au quotidien des acteurs. Et je suis assez frappé d'ailleurs de voir comment vous devez prendre sur votre temps, en fait, au risque d'ailleurs de mordre sur le temps d'enseignement effectif pour faire de la place à ce qui quand même est un enjeu, c'est-à-dire effectivement l'accueil des parents et ce lien qu'il faut entretenir presque au quotidien, ou enfin en tous les cas avec une grande régularité, avec le plus grand nombre de parents. Donc quand on réfléchit sur les moyens, d'où la question, enfin moi qui me semble tout à fait fondamentale, on voit que là il y a beaucoup de travail à faire. Jérémy Fontagneux, oui, je vous ai donné le micro, vous vouliez réagir. Par rapport à l'enjeu de l'institutionnalisation, en quelque sorte. Nous, il y a parfois, ça fait quelques mois maintenant qu'après avoir travaillé pendant 10 ans et avoir eu des résultats très, très encourageants, on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on fasse connaître ce qui se passe à Drancy et l'espoir immense qu'il y a ici. Et il y a parfois des témoins, des familles, des journalistes, rarement des professeurs qui nous posent cette question, qui est une question piège de « Ah, donc il faut généraliser maintenant, il faudrait que tous les profs fassent pareil ». Et en fait, beaucoup d'observateurs de l'école ignorent ou sous-estiment l'importance de la liberté pédagogique. Nous, on y est fondamentalement attachés. Et comme vous le rappeliez, non seulement il y a une diversité dans les publics et dans les situations socio-géographiques, mais il y a aussi, et peut-être surtout, une diversité dans les caractères et dans les différentes personnalités des enseignants, parce que de manière fondamentale, on enseigne en fonction de qui on est. Et donc, nous, on n'aspire pas du tout à une généralisation, mais par contre, on a envie de partager cette sorte de boîte à outils qu'on a créée. Et c'est l'enjeu des prochaines années, c'est-à-dire que, comme on en parlait juste avant la table ronde, on a été approché par l'Académie de Créteil et en particulier le pôle de lutte contre le décrochage pour faire connaître à travers des formations à des enseignants ces outils-là et puis cet état d'esprit en quelque sorte. On commence déjà à le faire puisqu'on a créé une sorte, vous parlez de réseau social des parents, on a créé un groupe Facebook de professeurs intéressés par le projet sur lesquels on partage à la fois des commentaires sur le travail de chacun et puis sur lesquels moi je poste des vidéos tutos en quelque sorte, comment appeler les parents, comment envoyer des SMS, etc. Et donc c'est une forme de mise en commun des ressources, un peu comme Léa.fr le fait déjà. Et donc bien sûr qu'il faut que l'institution s'en empare. Moi j'ai tendance à m'en méfier un peu de l'institution, ce qui est un peu ironique de la part d'un professeur. Mais... Non, c'est assez courant de la part des professeurs, j'ai l'impression. Bien sûr, de continuer. pardon, bien sûr, mais de façon officielle, un professeur ne devrait pas dire ça, pour paraphraser un livre. Mais du coup, disons qu'on croit beaucoup en une démarche qui part du terrain,
et qui reste sur le terrain plutôt que quelque chose de descendant, comme ça a été évoqué au sujet de Classly. Les professeurs qui sont intéressés, qui sont curieux, ont commencé à nous contacter via les réseaux sociaux ou via une adresse qu'on a créée, Gmail, projet pour réconciliation, @gmail.com, et on entre en contact de cette manière-là, et petit à petit ça essaime, et moi j'ai bon espoir pour que dans 5 ans ou dans 10 ans on soit des milliers. Vous pouvez juste répéter l'adresse mail? Oui, pardon, c'est projet.réconciliation au pluriel avec un S à réconciliation, projet.réconciliation @gmail.com, ou alors moi les réseaux sociaux que j'ai créés, un compte Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. Voilà, et avant de passer la parole à Pierre Perrier, au Québec, nous dit une personne qui témoigne, il y a une dizaine de journées pédagogiques par an qui servent à la formation volontaire, mais aussi des moments de rencontre avec les parents. C'était bien confortable, point d'exclamation. Oui, non, c'est juste pour prolonger à partir de ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement pas d'imposer dans un carcan un peu dirigiste une façon de faire avec les parents. Ce serait justement le meilleur moyen de louper l'objectif, je crois, de prendre en compte la diversité des parents et des contextes. Donc, surtout pas. Et s'il y a un peu ce doute vis-à-vis de l'institution, c'est sans doute parce qu'il n'y a pas assez de reconnaissance de ce qui est fait concrètement sur le terrain par les acteurs. Donc moi, je pense que justement, il faut valoriser les initiatives et les faire connaître, les reconnaître. Et là, l'institution a peut-être un rôle à jouer. Mais effectivement, c'est comme on l'observe d'ailleurs, et les témoignages le confirment, c'est par le bas et à petits pas que les choses peuvent monter en puissance, mais à condition d'être reconnues. Donc moi, je mettrais plutôt l'accent du côté de l'institution sur un accord un peu sur des principes dans la coéducation. Donc il y en a un certain nombre, on a dit anticipation, explicitation, diversification, etc. Et créer les conditions de possibilité pour que les acteurs s'emparent de cette opportunité et mettre en œuvre une coéducation effective avec les parents. Mais effectivement, loin de moi l'idée d'un carcan institutionnel qui ajoute une mission aux enseignants et sans savoir d'ailleurs vraiment toujours ce qui se fait concrètement derrière et sans avoir l'analyse des pratiques quand elles sont menées. Donc au contraire, partir du terrain et valoriser ces initiatives. C'est intéressant de le préciser et en même temps de rappeler que la reconnaissance des initiatives de terrain, c'est un problème qui se pose depuis extrêmement longtemps. Ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire la prise d'initiative. Je sais que le café pédagogique, c'est un prix. Moi, j'avais été très étonnée de la solitude dont témoignaient les enseignants qui se lançaient dans des actions pédagogiques un petit peu originales, enseignants très investis. Donc, en général, ça fonctionne parce que l'effet maître, évidemment, c'est extrêmement important. Et puis, le fait que ça vienne du haut ou du bas, on est peut-être dans un moment où ça vient un peu plus du haut. On peut lire la presse ou la presse spécialisée pour voir quelles sont les relations entre le ministre et les enseignants aujourd'hui. Najat Bellassène. Oui, je voulais réagir par rapport à ce qui était dit, simplement pour dire que, enfin, je vais être un peu plus dure. Hein. Moi, je peux me permettre. Permettez-vous, on est là pour ça. C'est pas mon supérieur hiérarchique, mais je vais le dire comme je le pense. En effet, je pense que le problème n'est pas tant sur le terrain que finalement au niveau de l'institution. Parce que quand on réalise sur le terrain ce qui s'est passé pendant le confinement entre les enseignants, les équipes éducatives et les parents, finalement, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient pour pouvoir maintenir un peu ce lien, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient restés au bord de la route. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est une question aussi d'égalité pour les enfants. Mais au-delà de ça, je pense que l'institution elle-même est méfiante vis-à-vis de cette coéducation. Et c'est là où est le drame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Il y a un double discours, parce qu'il y a à la fois exactement. Une incitation avec, on l'a dit, un cadre légal et puis des règles qui sont demandées aux établissements d'appliquer, et puis une méfiance. Mais alors, c'est l'institution, ce serait qui? Si c'est pas les professeurs. Je vous donne un exemple très simple. Ce matin, le collège Lucie Aubrac à Champigny, les enseignants étaient en grève par manque de moyens. Les parents les ont rejoints parce qu'en effet, il est important pour eux qu'il y ait des moyens supplémentaires. Il y avait une réunion de prévue lundi soir. Les parents se sont retrouvés devant une grille verrouillée avec un cadenas.
parce que en fait, la hiérarchie avait dit au chef d'établissement, verrouillez, mettez un cadenas, parce qu'on a peur que les parents rejoignent les enseignants pour occuper l'établissement. Vous voyez, cette méfiance, elle est à tous les niveaux. Je pense qu'à un moment donné, il faudra se dire aussi, et peut-être que l'institution elle-même doit aussi faire cet effort-là, de se dire ce n'est pas parce que en fait, les enseignants, les équipes éducatives, les parents travaillent ensemble sur un sujet donné, que forcément c'est contre l'institution. Et je pense que cette méfiance, il ne faut pas qu'elle soit le reflet justement d'une méfiance des enseignants vis-à-vis de leur institution et vice-versa. Je pense qu'il faut le comprendre comme étant un seul et même objectif commun, et que finalement, c'est ce travail de coéducation qui marche tellement bien sur le terrain quand on le fait, qui doit être le reflet en fait positif. Et moi, j'ai envie je voulais vraiment revenir sur cette note positive. Sur le terrain, on le constate nous tous les jours, ça marche très bien, quoi. Il suffit maintenant de mettre le cadre, de laisser faire aussi quelquefois les choses et d'écouter, parce que l'écoute est hyper importante. Avec des outils aussi qu'on peut partager, parce que je voulais revenir à ce dont on parlait. On a bien entendu la dimension conflictuelle et même politique du sujet, mais on a commencé avec vous, Brune, et je voulais terminer avec vous sur la manière qu'on peut avoir de partager ces outils, ces technique, son appréhension du sujet aussi de la coéducation et la manière aussi de s'y prendre tout simplement. Est-ce que ça se transmet entre collègues? Vous faites un peu plus qu'enseigner aussi, vous participez à ce genre de moments. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous sentez que vous pouvez faire, vous, en tant qu'enseignante, pour répandre la bonne parole? Auprès de mes collègues, vous voulez dire? Oui, auprès des autres enseignants. Il y a des initiatives qui se font comme, par exemple, une année, j'ai mis en place un prêt de livres pour les parents qui étaient demandeurs, souvent, on rentre dans une librairie, on voit les parents qui demandent conseil. J'ai un enfant de 3 ans, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Du coup, ça peut être la mise en place d'une petite ludothèque, bibliothèque dans la classe. Les parents viennent se servir, et puis après, les collègues, forcément, quand ils voient des choses qui fonctionnent dans d'autres classes, ont envie de se les approprier, pas forcément de la même manière, parce que c'est quand même un fonctionnement qui peut être contraignant, donc ils vont se les approprier à hauteur de ce qu'ils ont envie de faire sur ce sujet-là. Ça peut être regarder le cahier de vie de la collègue et se dire que c'est intéressant, donc le réinvestir dans sa propre classe. En maternelle, on échange beaucoup, donc on voit beaucoup de pratiques qui passent d'une classe à l'autre. On garde des choses qui nous conviennent, qui fonctionnent. Voilà. Et ça s'adapte toujours un peu à qui on est et comment on enseigne. Oui. Ça, c'est vraiment une grande leçon, mais ça marche aussi pour les parents. Et pour l'éducation en général. Merci à tous d'avoir suivi ce moment, cette table ronde organisée par Nathan et Léa.fr. On va continuer à explorer ces sujets sur le site Léa.fr. Pour les enseignants, vous avez plein de ressources, parce qu'on parlait des ressources, évidemment, il y en a sur ce site. Et puis, il y aura bientôt, Pierre Perrier, un nouveau questionnaire qui sera mis en ligne pour recueillir les initiatives. Là, on a entendu parler d'un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place dans les classes et les écoles. Les gens pourront aussi partager leur vision de la coéducation et réagir à ce qui a été dit sur le sujet. On dirait que je ne vous laisse pas parler. Là, je vais vous redonner un petit peu le micro. C'est important d'avoir des réponses, des choses que les gens vont vous dire, ce qu'on appelle en sociologie des questionnaires qualitatifs. Oui. Vous cherchez des infos. Non, mais on a envie de poursuivre la réflexion qui a été engagée. Donc, il ne s'agit pas juste de donner un coup d'épée dans l'eau. Donc, en associant le plus grand nombre d'enseignants et parents peut-être en même temps. Donc, de façon plus qualitative, oui, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire plus sur la base de témoignages à partir de questions ouvertes. Parler de la coéducation, parler de pratiques et de difficultés aussi rencontrées dans la coéducation, de façon à alimenter une réflexion qui se poursuit et qui devrait trouver des formes pour être diffusée ultérieurement. On en reparlera. En tout cas, ce sera sur léa.fr.
Merci à tous. Et je le redis, merci de nous avoir suivis pour ceux qui nous ont regardés et peut-être ceux qui nous regarderont plus tard, car ce moment sera aussi disponible dans le futur, comme la conférence du 29 septembre. On remercie Anna Laredo qui réalisait cette table ronde et puis on se souhaite à tous une excellente soirée.